Depuis sa création, la Terre ne cesse de se transformer. Des collisions inouïes ont créé nos continents. Des forces colossales ont soulevé des planchers océaniques qui sont devenus des montagnes grandioses. Ces forces tectoniques se manifestent aujourd'hui encore à coups d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre et de tsunamis. La tectonique sculpte nos paysages, modifie le climat, efface les mers et peut anéantir la vie. L'Asie est un continent sous haute surveillance. Les équipes de scientifiques se relaient en permanence à son chevet. La collision avec l'Inde menace le Népal, le plateau tibétain et la Chine. Le Japon, secoué en permanence par les séismes, pourrait voir le mont Fuji, son volcan le plus mythique, exploser sous peu. En Indonésie, le volcanisme est à la fois un danger et une ressource exploitée au péril de nombreuses vies. Ces phénomènes prodigieux sont les fruits de l'incessante valse des continents. L'Asie s'est forgée au fil de milliards d'années, au fur et à mesure que sa pierre d'assise, la Sibérie, annexait d'immenses masses de terre comme la Mongolie et la Chine. Plus récemment, l'Inde a embouti le sud de l'Asie, ce qui a donné naissance à l'Himalaya. Ces cataclysmes ont créé un continent à la fois immense et fragile. Un monde où la vie foisonne. Mais même si les pièces qui forment l'Asie sont réunies, le continent n'est pas immuable pour autant. Les plaques tectoniques sur lesquelles repose l'Asie continuent de s'emboutir, de se séparer et de s'entrechoquer. En ce moment même, la plaque indienne s'enfonce dans l'Asie. Ce phénomène irréversible pourrait entraîner dans un proche avenir une catastrophe au Népal, ce petit pays coincé entre l'Inde et le reste de l'Asie. Cachée sous ce décor bucolique, une énergie invisible mais colossale peut provoquer un tremblement de terre majeur. Aujourd'hui, la géologue Christelle Chanard est en mission dans une zone reculée au nord-ouest de Katmandou. Elle surveille la bonne marche des stations sismologiques du Népal et recueille de précieuses informations. Les chercheurs se rendent à des capteurs positionnés à des endroits stratégiques. Pour comprendre ce qui se passe dans le sous-sol, il faut étudier les données enregistrées. Ça nous permet de nous rendre compte que chaque année, un point qui est situé juste en dessous de l'antenne se déplace de 2 à 4 cm en Himalaya. Ça peut paraître très peu, mais finalement, sur l'échelle d'une vie humaine, c'est de l'ordre d'1 mètre. Sur des millions d'années, c'est énorme. C'est un des endroits qui bouge le plus rapidement de la planète. Lorsque les tensions accumulées dans le sous-sol deviennent trop importantes, il doit fatalement y avoir relâchement. Alors le sol se fracture. Au Népal, le dernier grand séisme date de plus de 300 ans. 300 ans d'accumulation de tensions dans le sous-sol.
La menace d'un tremblement de terre majeur plane de plus en plus sur Katmandou, la capitale du pays. On se trouve à Asan, un des quartiers les plus densément peuplés de Katmandou. Dans la partie ouest du Népal, depuis à peu près 500 ans, il n'y a pas eu de grand séisme et on attend un séisme majeur. Bien que tout le monde sache que ce pays est un pays à haut risque sismique, tous les bâtiments sont construits sur des fondations très faibles et on construit toujours plus haut. Aucune norme sismique n'est respectée. En plus de ça, on se trouve sur un bassin sédimentaire, donc les fondations sont très peu ancrées dans le sol et le sol est très meuble. Si un séisme majeur arrivait n'importe où au Népal, les conséquences seraient terribles pour un quartier comme celui-ci. La montée de l'Inde ne menace pas seulement le Népal. Plus au nord, à l'ouest de la Chine, elle a engendré un autre réseau de failles qui déchire le continent. Cette zone fragile, appelée plateau tibétain, est bordée au nord par une chaîne de montagnes parallèle à l'Himalaya, les monts Kunlun. Cette chaîne forme une barrière géologique de 3000 km de long qui résiste à la montée de la plaque indienne. Elle empêche la Chine de se déplacer vers le nord. C'est donc le plateau tibétain qui encaisse tant bien que mal l'impact monumental de la montée de l'Inde. Au pied des montagnes, le chercheur Jan Klinger se dirige vers une gigantesque fissure qui ne cesse de remodeler le Tibet, la faille du Kunlun. Donc ici on est vraiment sur la faille, hein. Donc on voit cette topographie ici qui traduit l'action de la faille au long terme, hein. Et donc on peut voir ici ces grandes surfaces qui accumulent un déplacement avec le bloc tibétain qui bouge doucement à la vitesse de 1 cm par an par rapport à l'Eurasie ici au nord, et donc bien sûr qui permet l'extrusion de tout ce bloc en réaction à la collision Inde-Asie qui se fait elle bien plus au sud. La plaque tectonique indienne est si puissante qu'elle pousse le Tibet contre le mur formé par les monts Kunlun et entraîne tout le plateau tibétain et une partie de la Chine vers l'est, le long de la faille du Kunlun. Ce déplacement ne se fait pas sans heurts. Parfois, les tensions accumulées dans les profondeurs de la Terre se manifestent à la surface. Et au niveau de la faille même, l'ensemble est bloqué. Donc à un moment, il s'agit de rattraper ce déficit de déplacement. Il y a donc sur cette faille de gros séismes qui se produisent régulièrement, dont le dernier qui s'est produit en 2001, un séisme de magnitude 7,8 que l'on peut parfaitement observer encore de nos jours sur le terrain. Donc ici, on se trouve vraiment face à la dernière rupture au séisme de 2001. Cette rupture qu'on peut voir dans le paysage ici qui coupe la colline. Donc ce séisme a décalé les différents petits chenaux qu'on peut voir dans le paysage ici, avec le paysage qui fait comme ça. Sur la faille, eh bien, il n'a pas de continuité directe. Et en fait, pour trouver la continuité de ce chenal, il faut se décaler de 4-5 mètres vers l'est ici. On a peine à imaginer les forces nécessaires pour que de tels déplacements de la croûte terrestre se produisent. Fort heureusement, ce séisme a eu lieu dans une zone inhabitée. Mais il permet de comprendre comment, depuis 40 000 ans, la faille a déplacé des morceaux de croûte terrestre sur des centaines de mètres. Les grandes failles du plateau tibétain ont des conséquences spectaculaires sur le relief asiatique. À quelques centaines de kilomètres, en Mongolie intérieure, le désert de Badain-Jaran doit son apparence unique à la tectonique du plateau tibétain et des monts Kunlun. Ces dunes sont les plus hautes au monde. Leur sommet dépasse les 500 mètres. Contrairement aux dunes du Sahara, qui se transforment au gré des vents, les dunes de Badain-Jaran sont immuables.
Mais le plus surprenant, ce sont les 75 lacs qui ornent la base des dunes. Des lacs permanents. Leur présence a mystifié de nombreux scientifiques. Depuis quelques dizaines d'années, des géologues chinois comme le professeur Zi Baodong de l'université de Beijing tentent d'élucider ce mystère. Le professeur choisit de s'arrêter à environ 30 mètres d'altitude par rapport au niveau des lacs. Ici, le sable est sec à la surface. Mais en creusant, nous allons peut-être découvrir quelque chose de surprenant. En fait, ce sable est humide. Et ça nous indique qu'il y a de l'eau à l'intérieur des dunes. Certains chercheurs pensent que cette eau, qui alimente aussi les lacs avoisinants, nous provient du nord de la chaîne des montagnes Kunlun, en passant par un réseau de failles profondes. Ce serait donc une infiltration souterraine qui serait responsable de la présence de l'eau dans le désert. Elle s'écoulerait le long des monts Kunlun et suivrait un système de failles souterraines pour ressurgir ici, des centaines de kilomètres plus loin. Mais comment expliquer la présence d'humidité à l'intérieur même des dunes, à parfois 100 mètres d'altitude? Les scientifiques parlent d'un phénomène tectonique. À des centaines de mètres dans le sous-sol, des plaques se bousculent le long des failles, générant une chaleur intense et des phénomènes volcaniques. Les lacs formés à la base des dunes contiennent une eau à forte proportion minérale, un environnement idéal pour de vastes colonies d'insectes et une faune diverse. Mais les réseaux de failles ne font pas qu'irriguer le nord de la Chine. Ils peuvent aussi avoir des conséquences désastreuses. À environ 500 km à l'est du désert, à la bordure du plateau tibétain, la faille de Beichuan a déchiré le paysage, soulevé la terre et relâché en quelques secondes une énergie phénoménale. C'était le 12 mai 2008. Le tremblement de terre de magnitude 8 a dévasté le Sichuan, rayant de la carte une ville de 20 000 habitants. Plus de 70 000 personnes ont péri. Le séisme a coupé les montagnes, les villages et les maisons en deux. Dans les années 50 et 60, la guerre froide pousse le gouvernement chinois à construire plusieurs installations sensibles dans cette zone montagneuse isolée. À l'époque, il n'y avait pas de traces d'anciens tremblements de terre. Les architectes ne se doutaient pas qu'ils construisaient au cœur d'une des zones les plus sismiques de la planète. Le sino-canadien Shao Shengji est professeur de technophysique et de géologie à l'École polytechnique de Montréal. Cette usine relativement moderne produisait de l'acide sulfurique. Et voilà tout ce qu'il en reste. C'est vraiment trop tragique.
Peu après le séisme de 2008, de grandes quantités d'acide sulfurique se sont répandues sur le site. C'est ce qui explique la corrosion importante des ruines. Un grand nombre de travailleurs sont morts par la suite. Shaosheng se dirige vers des rails de chemin de fer qui desservaient jadis l'usine d'acide. Ce pont ferroviaire a été complètement détruit au moment du séisme. La partie supérieure de la montagne, derrière moi, s'est complètement affaissée. Et les gros rochers ont dévalé la pente. La dévastation est plus visible sur les édifices construits directement sur la faille. Cette ruine était un petit hôtel, à cheval sur la frontière de deux petites plaques tectoniques. Un séisme de magnitude 8, comme celui qu'on a connu ici, libère énormément d'énergie. Deux failles se sont ouvertes simultanément. Au fond de la vallée, sur ma gauche, une grande faille a affaissé tout le sol. Mais ici, sous mes pieds, nous avons la faille principale, là où tout le stress contenu dans la terre a été libéré d'un seul coup. Alors vous voyez ici, cette section était plate. Mais maintenant, c'est une pente d'au moins 30 degrés. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a désormais un dénivelé de 4,5 mètres entre la partie supérieure et la partie inférieure. Le plus surprenant, c'est que ceci s'applique à toute la région. Un immense territoire a été relevé instantanément de 4,5 mètres au moment du séisme. Là-bas, on peut voir de nouveaux bâtiments construits à moins de 50 mètres de la faille. C'est très dangereux. Si une autre secousse se produit, tout risque de s'effondrer. Regardez les matériaux qu'on utilise, ces pauvres tiges de fer. Elles ont à peu près le même diamètre que le plus petit de mes doigts. Et les blocs de ciment ne contiennent que 4 de ces tiges. Il en faudrait de beaucoup plus grosses. Et regardez ces briques. Elles sont de mauvaise qualité. Vous voyez? Elles sont déjà craquelées. S'il tarde à imposer des mesures de reconstruction plus strictes, le gouvernement réagit et investit dans la recherche. Au lendemain du séisme, la communauté scientifique chinoise se mobilise face aux menaces qui planent sur la région. Le professeur Li, de l'Académie chinoise de géosciences, emmène Shaosheng sur un site unique au monde. Ici, des équipes se relaient pour extraire des informations enfouies dans les entrailles de la Terre. Normalement, ce type d'installation sert à chercher du minerai ou du pétrole. Ici, on perce la roche 24 heures sur 24 pour comprendre ce qui se passe plusieurs centaines de mètres plus bas, directement sur la faille responsable du séisme meurtrier. Cette carotte de roche d'un peu plus de 2 mètres a été extirpée à 2 km de profondeur. Pour les scientifiques, elle est inestimable. Elle est en quelque sorte une radiographie en 3 dimensions de la faille. Regardez ici à cet endroit précis. Il y a des fissures. Un petit tremblement de terre a été déclenché juste ici.
La première étape du forage a servi à prélever des échantillons au niveau de la faille. Ensuite, un second puits a été creusé au-dessus de la faille. Bientôt, les scientifiques vont injecter des fluides dans l'un des puits. Un capteur, installé à la base du second puits, pourra les avertir s'il y a un transfert du fluide le long de la faille. Plus le liquide se déplace rapidement, plus la faille est malléable, c'est-à-dire que le risque sismique est faible. Si les fluides ont de la difficulté à atteindre le second puits, cela indique que la faille se referme et que les tensions recommencent à s'accumuler. Il est fort probable que la Chine deviendra bientôt un leader mondial de la prévention sismique et de la compréhension des forces tectoniques. Elle partagera alors la réputation des scientifiques japonais en matière de prévention. Le pays du soleil levant se trouve sur la zone la plus instable de la Terre. Il y a 15 millions d'années, l'archipel a été arraché de l'Asie par la subduction des plaques tectoniques du Pacifique, ouvrant ainsi la mer du Japon. Il fait face à la plus profonde des failles sous-marines du monde, plus de 10 000 mètres. Sous le Japon, les plaques du Pacifique, des Philippines et de l'Asie se bousculent, créant la plus vaste zone sismique et volcanique du monde, appelée la ceinture de feu. Cette ceinture va de l'Amérique du Sud à l'Australie. Depuis toujours, les Japonais composent avec l'instabilité permanente de leur sous-sol. Dans la mégapole de Tokyo, près de 35 millions d'habitants s'entassent sur l'une des zones les plus fragiles de l'écorce terrestre. Les bâtiments sont conçus pour résister aux chocs les plus violents. À l'université de Tokyo, le professeur Furumura a créé des simulations informatiques essentielles. Ça demeure difficile d'anticiper précisément quand un séisme va se produire. Mais maintenant, nous pouvons au moins évaluer quelle sera la puissance de la vibration et l'étendue des dommages. Je pense que c'est important pour un pays à risque comme le nôtre. Ces simulations sont calculées par l'un des ordinateurs les plus puissants au monde. Au centre de surveillance de Yokohama, les scientifiques suivent les bouleversements quotidiens de la tectonique japonaise. Des dizaines de milliers de séismes sont répertoriés chaque année. Mais la meilleure technologie et une qualité de construction irréprochable ne suffisent pas à protéger le Japon des caprices les plus percutants de la nature. En mars 2011, un séisme de magnitude 9 a déclenché le tsunami le plus meurtrier de l'histoire du pays. En plus des séismes, le Japon est constamment menacé par des éruptions volcaniques. Le pays repose sur un baril de poudre géologique. Sous ces îles, la plaque pacifique s'enfonce sous le poids de la plaque asiatique. Cette subduction a créé l'archipel Izu,
un arc volcanique qui forme un chapelet d'îles fragiles et explosives. Le plus célèbre de ces volcans est le mont Fuji, né il y a à peine 100 000 ans. Il est entré en éruption des dizaines de fois. Chacune de ces coulées a élevé le volcan à une altitude de plus en plus haute. Aujourd'hui paisible, il domine le Japon à plus de 3700 mètres. Mais il reste une menace permanente pour le sud-est du pays. Les volcanologues Takayuki Kaneko, Takao Ominato et Taketo Shimano, des universités de Tokyo et Fujitokoa, se préparent à partir en mission dans ce qu'ils appellent le Grand Canyon du mont Fuji. Nos 3 scientifiques se trouvent sur une coulée de matière expulsée lors de la dernière éruption, qui a eu lieu en 1707. La mission du jour, prélever quelques échantillons. Les chercheurs croient que la fournaise intérieure du mont Fuji serait alimentée par des magmas de nature différente. L'un d'entre eux serait particulièrement explosif. En fait, nous pensons que ces roches pourraient contenir des gouttelettes de magma andésitique. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas qu'une seule chambre de magma sous le volcan, mais 2. On pense que le Fuji crache un mélange de matière issu de 2 chambres distinctes. Normalement, le magma provient surtout de la chambre inférieure. Donc ce n'est pas très dangereux car c'est de la lave basaltique classique. Mais plus il y a du magma de la chambre supérieure, plus le mélange devient explosif. Ça peut produire des éruptions très violentes. Le magma andésitique pourrait produire des coulées pyroclastiques importantes sur le Fuji. Le panache provoqué par une explosion volcanique s'effondre et la matière retombe en envahissant toute la montagne. C'est terrible car du magma brûlant combiné à des gaz mortels dévale la pente à plus de 100 km/h. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que le Fuji était un volcan principalement basaltique et donc que le risque d'explosion était faible. Mais nos récentes découvertes démontrent qu'il y a beaucoup de coulées pyroclastiques sur ce volcan. Les travaux des volcanologues indiquent que le mont Fuji pourrait entrer en éruption au cours des prochaines années. Le volcanisme de la ceinture de feu du Pacifique est à son comble en Indonésie, sur l'île de Java. L'île compte pas moins d'une vingtaine de volcans actifs. Parmi les plus célèbres, le Bromo et le Semeru, qui menacent de se réveiller à tout moment. C'est un terrain de jeu fertile pour les volcanologues. Anthony William Jones et son fils Glyn sont des chercheurs canadiens qui explorent les volcans d'Indonésie. Ils se sont donnés pour mission de prélever des échantillons sur l'un des volcans les plus actifs qu'ils ont étudiés, le Kawaïjen. Voici un endroit réellement phénoménal qui abrite le plus grand lac hyperacide du monde. Son pH est de 0 comme l'acide d'une batterie de voiture. D'ici, nous voyons la magnifique teinte bleutée du lac. On aurait envie de s'y baigner, mais ce n'est pas une bonne idée. Le père et le fils sont sur le point de faire une découverte qui pourrait révolutionner notre compréhension des volcans. Mais leurs recherches s'annoncent périlleuses. Nous voyons des couches de matière pyroclastique.
Ça nous indique que ce volcan est explosif, très explosif même. On l'appelle un stratovolcan. Pour prouver leur théorie, Anthony et Glynn doivent s'exposer à des niveaux mortels de dioxyde de soufre, de sulfure d'hydrogène et d'acide chlorhydrique. Nous devons mettre nos masques à gaz. Ah, les courroies sont emmêlées. Maintenant, on peut respirer. Oui, respirez mieux en tout cas. Comme vous pouvez le voir, le vent s'est calmé. Ça emprisonne les gaz toxiques au fond du cratère. Imaginez-vous à la place des mineurs qui vivent dans ces conditions tous les jours. Au fond du cratère, une mine de soufre est en exploitation depuis 1759. Un dôme naturel a été canalisé pour récolter des gaz toxiques qui se condensent en soufre. À une autre époque, ces gaz servaient à produire de la poudre à canon. Aujourd'hui, les travailleurs risquent leur vie pour ce soufre qui sert à transformer le sucre brun en sucre blanc. Les mineurs travaillent pratiquement sans protection pour 15 $ par jour, 3 fois le salaire moyen. Peu survivent au-delà de l'âge de 50 ans. Nos chercheurs pensent que le Kawaii-Gen pourrait produire quelque chose ayant une valeur bien supérieure à celle du soufre, de l'or. Cette hypothèse audacieuse nécessite d'abord une analyse sommaire des gaz rejetés par le dôme. Nous venons d'avoir une forte pointe d'intensité, c'est bien. Les gaz sont aspirés par le capteur et ici, l'intensité dépasse l'échelle de mesure. Tu vois le pic? Ça monte. Bonne nouvelle. Nous mesurons le niveau d'acide chlorhydrique parce que nous pensons que l'or peut interagir chimiquement avec certaines substances. Normalement, l'or ne peut se dissoudre. Mais nous avons pu démontrer de façon expérimentale qu'en présence d'acide chlorhydrique, il forme une grosse molécule très volatile. De l'or pourrait être transporté par les vapeurs du volcan pour ensuite se déposer ailleurs. Et ici, nous pensons que peut-être nous assistons à ce transport d'or gazeux. Selon nos chercheurs, les émissions toxiques du Kawaii-Gen contiendraient de l'or sous forme gazeuse. Cet or serait né à des centaines de kilomètres sous terre, à la jonction des plaques tectoniques qui forment l'archipel. La concentration d'acide chlorhydrique produit par le volcan semble assez élevée pour que nos alchimistes des temps modernes passent à la seconde étape de leur mission, la plus dangereuse. Ils doivent prélever un échantillon à la source même des gaz toxiques, au sommet du dôme. Seuls les gaz prélevés directement dans les orifices du dôme sont assez purs pour l'étude scientifique. Ils n'ont pas subi d'altération due au contact de l'air ambiant. Ce que nous voulons trouver ici, ce sont des fumerolles à haute température, peut-être à 4, 5 ou même 600 degrés Celsius. Nous devons faire très attention. Nous commençons à recevoir des bouffées d'air chaud. De temps en temps, on aperçoit de petites flammes rouges qui indiquent que la température est extrêmement élevée à cet endroit. C'est excitant. Là, il suffit de trouver le bon endroit. 290, 300, 310... Plus de 300 degrés Celsius. Anthony et Glynn doivent maintenant introduire dans le volcan un tuyau de titane, le seul matériau qui résistera à la chaleur corrosive des gaz. Est-ce que ça circule? Oui, ça s'écoule bien. Je commence le remplissage.
Mais il fait très chaud. On va brûler. Les gaz sous nos pieds sont brûlants. C'est à la limite du tolérable. Ils doivent enfin condenser les gaz pour obtenir un échantillon liquide qui sera analysé en laboratoire. Peut-être qu'ici, au Kawaii-Jen, on assiste en direct à la naissance d'une petite mine d'or. Anthony et Glynn se déplacent vers la paroi nord du Kawaii-Jen, sur les restes de la dernière éruption majeure qui a eu lieu il y a 200 ans. Si la théorie des Jones se vérifie, le volcan pourrait avoir accumulé un petit gisement d'or dans ses flancs au cours des dernières éruptions. Anthony Jones explique comment les vapeurs d'or pourraient s'être déposées dans les roches du Kawaii-Jen. We can see all of these veins. The water that has condensed, we've simply cooled down the gases. On refroidit les gaz qui se transforment en liquide. Ils trouvent leur chemin dans la roche et y déposent des minéraux. Il faut maintenant échantillonner une veine de pyrite qui pourrait contenir quelques traces du métal précieux. Je vais casser un morceau ici. Voici un morceau de la veine de pyrite. Nous allons la porter au laboratoire pour l'analyser chimiquement et essayer d'y trouver de l'or. Cette recherche est très importante parce que jusqu'à présent, nous avions établi que ce genre d'altération est associé à la présence de l'or. Mais jamais personne n'a pu le voir pendant sa formation. Nous savons que ce gisement, si c'en est réellement un, s'est formé il y a 200 ans. Et nous pensons que le même phénomène est très probablement en train de se produire sous le dôme de soufre. C'est difficile d'imaginer qu'il y a tout juste quelques heures, nous étions à 2 ou 3 mètres de cette grande flamme bleue. Cette couleur bleue est celle du soufre. Il serait malhonnête de nier que nous sommes attirés par l'aventure. Nous sommes les témoins privilégiés de la toute-puissance de la nature. Et nous voulons comprendre d'où provient cette puissance. Qu'est-ce qui crée un volcan comme celui-ci? Il n'y a pas que le volcanisme du Kawaii-Jen qui agisse sur la vie des Indonésiens. La géologie a toujours eu droit de vie ou de mort sur les peuples de l'archipel. L'île de Java regorge de sites qui ont une grande valeur pour les archéologues. Une quantité impressionnante de fossiles végétaux et animaux y ont été découverts. Mais le plus déroutant, ce sont les preuves d'une présence très ancienne de l'homme. Par quels moyens l'homme primitif a-t-il atteint ce territoire isolé, à des centaines de kilomètres des continents ? Dans le village de Pakitan, des scientifiques de tous horizons travaillent à élucider ce mystère en reconstituant la chronologie de la présence de l'homme préhistorique à Java depuis les 2 derniers millions d'années. Depuis 20 ans, l'archéologue François Sema a l'intuition que la réponse se trouve dans le relief indonésien et sa métamorphose au fil du temps. Ça n'a rien à voir avec Santa Rus, mais je vous présente le moulage d'un... En 1891, un crâne d'Homo erectus a été découvert sur l'île de Java par l'anatomiste néerlandais Eugène Dubois. C'est alors le plus ancien crâne jamais trouvé. Son âge, 1,66 million d'années.
François Seumas poursuit le travail de Dubois sur des sites désormais classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, dans la grotte de Sancterus, son équipe a fait de nombreuses découvertes qui permettent d'expliquer comment l'Homo erectus s'est rendu sur l'île. C'est dans cette région d'Asie du Sud-Est que nous trouvons les premiers insulaires de l'histoire de l'humanité. Ils ne le sont pas devenus en traversant des bras de mer par bateau. Ils le sont devenus à la faveur des abaissements du niveau marin qui ont marqué les périodes glaciaires depuis 2,5 millions d'années. Ce phénomène s'explique par un refroidissement global de la Terre, qui a concentré une grande partie des eaux dans les glaces des pôles. Le niveau des mers a baissé au point de permettre aux premiers hommes de passer à pied sec. Lors du réchauffement qui a suivi, il a augmenté de façon spectaculaire. La mer, tout à coup, en quelques milliers d'années, est remontée d'environ 125 à 130 mètres. C'est-à-dire que d'un continent parcouru par des vallées où les hommes vivaient et s'étaient répartis, nous sommes passés à un archipel. L'Homo erectus s'est retrouvé prisonnier de l'archipel. À Sancterus, les chercheurs ont trouvé un crâne d'Homo sapiens vieux de 40 000 ans. Des analyses ont prouvé que l'Homo sapiens n'est pas un descendant de l'Homo erectus. Il est arrivé sur l'île de la même façon, à la faveur d'un abaissement du niveau de la mer, conséquence d'une autre ère glaciaire. Les chercheurs pensent que les migrations des hommes préhistoriques vers Java se sont produites à plusieurs reprises au cours des 2 derniers millions d'années. Tout près, François Seumas poursuit ses recherches dans une grotte érodée par une rivière souterraine. Cette grotte karstique est faite de roches calcaires, des pierres qui se dissolvent dans l'eau. Les cavernes karstiques peuvent se former rapidement. Et les cours d'eau qui les creusent révèlent parfois des trésors archéologiques surprenants. Alors, ce qui est formidable, c'est que la rivière s'est comportée comme un archéologue qui travaillerait à l'envers. Et on voit à la base de cette couche argileuse concrétionnée toute la base de toutes les pierres qu'elle contenait. Et voilà, accrochés au plafond, ces outils de l'homme préhistorique. Les tranchants sont restés très aiguisés. Et voici ici un petit éclat denticulé, retouché par l'homme, qui est dans un état de fraîcheur extraordinaire. Il est comme neuf. Au fil du temps et des périodes glaciaires, les grottes karstiques ont servi d'abri à d'innombrables populations. Au sud de la Chine, un village complet s'est érigé dans la grotte de Zongdong, qui signifie la grotte du milieu. Située dans la province de Guizhou, à moins de 300 km du Vietnam, Zongdong est une gigantesque caverne naturelle creusée par l'eau, le vent et soulevée par les forces tectoniques. Zongdong compte une centaine d'habitants du peuple Miao et une école de 200 élèves fréquentée par les villages avoisinants. La grotte a une longueur de 310 mètres, soit 3 terrains de football. À l'intérieur, l'érosion a formé des taphonies, des alcôves sur le plafond et les murs. Les maisons qui s'élèvent dans la grotte sont faites de bambous tressés. Quand l'eau s'écoule des stalactites, elle est récupérée par les villageois. Le plafond de calcaire protège les maisons qui n'ont pas de toit. La caverne de Zongdong démontre que les forces de la Terre ne sont pas seulement destructrices.
elle crée parfois des gîtes qui protègent l'homme. À des centaines de kilomètres de Zongdong, la paléontologue Sylvie Crasquin et ses collègues s'aventurent dans un réseau de grottes karstiques creusées par la rivière Li. Les grottes formées en climat tropical ont parfois des formes étonnantes. De gigantesques morceaux de pierre peuvent tomber à tout moment. Les parois de ces grottes sont formées par du calcaire. Ce sont des roches qui ont environ entre 300 et 280 millions d'années. Alors ici, dans cette grotte, le niveau de la rivière est très haut et en fait nous sommes proches du plafond de la grotte. Et nous pouvons observer des stalactites absolument fabuleuses et avec des formes tout à fait remarquables. Alors donc les stalactites ici dans ces magnifiques grottes, elles sont de deux types. Il y a les stalactites classiques, c'est-à-dire que ça goutte par gravité. Donc les stalactites sont relativement verticales. Par contre, on en a d'autres qui sont dues à des microalgues photosynthétiques, c'est-à-dire qui ont besoin de lumière pour se développer. Et donc on voit ces formations qui se tournent vers la lumière et qui forment des espèces de virgules pour capter l'énergie solaire, pour pouvoir synthétiser leur oxygène. C'est quelque chose de vraiment impressionnant de voir ces micro-organismes qui arrivent à générer des roches. Ces stalactites en constante évolution sont à l'image du continent. L'Asie est sans aucun doute le territoire le plus dynamique de notre planète. Le prodigieux moteur tectonique qui transforme sans cesse le continent tourne à plein régime depuis plus de 3,5 milliards d'années. C'est sur les bords du mythique lac Baïkal, au cœur de la Sibérie, que les scientifiques ont découvert les embryons de l'Asie. C'est ici même qu'un nouveau pan de l'histoire du continent pourrait commencer. Ce site, qui semble inaltérable, pourrait bientôt devenir une mer. Des preuves de cette métamorphose existent déjà. À 100 km à peine, à l'ouest du lac Baïkal, une grande chaîne de montagnes traverse le paysage. C'est ici que des géologues ont découvert des cavités volcaniques qui témoignent du déplacement des plaques. Lorsque les plaques se séparent, de la matière fondue remonte à la surface, créant des épanchements de matière volcanique rouge qu'on peut voir ici. Ce phénomène, allié à la présence des montagnes, ne laisse planer aucun doute sur les forces tectoniques qui fracturent le fond du lac Baïkal. À l'est et à l'ouest, les rivages se séparent de quelques centimètres par année. Si l'impulsion irrésistible de la tectonique se poursuit, d'ici quelques millions d'années, le lac deviendra une mer intérieure qui pourrait se transformer en océan, séparant l'Asie en deux. Au sud, l'Inde va continuer d'expulser la Chine hors du continent. Souvent violente, la tectonique asiatique est capable de menacer la vie humaine comme nulle part ailleurs. Mais cette même énergie procure des ressources qui ont permis à nos ancêtres de coloniser de nouveaux territoires, qui leur a donné le gîte, tout en sculptant des œuvres monumentales à même la roche. Depuis la création des premières masses continentales qui ont formé la Sibérie, jusqu'à sa collision avec l'Inde, l'Asie n'a cessé de se développer, donnant à l'humanité le continent le plus vaste et le plus complexe de la Terre, abritant plus de 4 milliards de personnes réparties dans plus de 50 pays.